Mesdames et messieurs, chers amis du bout des ondes, bonjour et bienvenue dans votre émission Icône. L'icône d'aujourd'hui est une personne particulière. Nous avons tout fait pour lui mettre la main dessus, pas pour la déranger, mais pour savoir ce qu'elle fait de ses jours depuis qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite. Nous sommes quelque part dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous sommes dans une maison très calme, avec des bruits d'oiseaux, un réveil doux. Mais ce matin, nous allons démarrer cette émission pas comme d'habitude, nous sommes au sport. Nous voulons donc voir un peu comment cette magistrate vit sa vie depuis qu'elle a fait valoir donc ses droits à la retraite, comment elle passe ses journées. Nous savons qu'elle aime l'homme, l'humanité, l'humain. Et pour cela, elle dirige une fondation. Depuis quelques années, nous connaissons donc la fondation Regard d'amour. Et quand je dis Regard d'amour, vous imaginez déjà à qui nous avons affaire. Nous sommes ce matin chez la magistrate Claire Ngan Ayemona. Nous sommes donc avec la présidente de la fondation Regard d'amour. Présidente, bonjour. Bonjour, monsieur Adiboutia. Malgré l'âge, vous ressemblez encore à une jeune fille de 30 ans. Mais parce que je fais de la résistance. Ah, voilà, vous avez compris. Mais ça se voit, la forme, elle y est et ça se comprend aisément. Vous avez un espace où vous faites un peu de sport. Je me suis bien réveillée ce matin et je rends grâce à Dieu. Elle ne se repose pas, je vous l'annonce. Elle est dans plusieurs autres activités, dans les séminaires, dans les colloques, et puis dans sa fondation Regard d'amour, où elle consacre la majeure partie de son temps. On aura le temps de découvrir tout ceci. Mais pour l'instant, on vous laisse faire quelques mouvements de sport, le temps qu'on ne vous retrouve. Voilà, nous avons fini avec l'instant sport et vous avez compris comment elle démarre donc ses journées. Madame, comment ça a été? C'est bien, ça permet d'éliminer un peu les toxines au réveil et de faire fouetter un peu les muscles. Voilà, alors nous sommes dans votre belle demeure et donc nous allons faire votre connaissance. Lorsqu'on dit Claire Ngan Ayemona, j'ai prononcé bien cette fois-ci. Oui. Alors, lorsqu'on dit Claire Ngan Ayemona, c'est qui? Ben, c'est moi, une fille née un 13 août, un jeudi 13 août, ce qui me donne le prénom Ayaba, 1959, à Abomey, un peu avant l'indépendance. Bien sûr. Mais c'était un moment où le président Maga était déjà au pouvoir parce que ma maman m'a souvent raconté que la veille de ma naissance, il y a eu la visite du président Senghor à Cotonou avec tous les enfants qui faisaient vive Senghor, vive Manga. Elle était une commerçante, pas une grande commerçante, une commerçante revendeuse de détail à Abomey. Donc elle vient à Cotonou, au marché Toba, faire ses achats. Et vous imaginez, la veille de mon accouchement, avec sa grossesse, elle a pris taxi. Elle est venue faire les emplettes à Cotonou. Et il a plu le jour là, donc elle me raconte qu'elle a été bien tapée par la pluie en plus. Quand elle est rentrée la nuit, elle a commencé un peu le travail. Elle se disait non, c'est à cause de la fatigue de la veille. Ben, j'étais pressée de sortir. Ah oui. Et déjà à 8 heures, elle était à la maternité. J'ai eu le temps de sortir même avant que les sages-femmes n'assistent en disant ben, écoute, toi tu es venu avec le bébé ou bien tu es venu accoucher ici. Donc c'est dire que je suis née d'une femme laborieuse qui n'a jamais cessé de travailler, qui m'a beaucoup inspirée. Et voilà, j'ai grandi tout le temps à Abomey jusqu'au bac. D'accord. Déjà, à 5 ans, je pleurais, un peu avant 5 ans, je pleurais pour aller à l'école. Sinon, à l'époque, c'est à 6 ans qu'on commence le CI. Mais comme ma grande sœur allait à l'école, j'ai envie de la suivre. Je me rappelle un après-midi, j'ai tellement pleuré pour aller que ma maman a dû m'habiller pour dire, bon, suis ta sœur. Arrivée là-bas, voilà que je n'étais pas inscrite. Donc, elle m'a laissé, à cause de moi, elle a été en retard. Donc, elle me laisse derrière la porte, elle rentre.
Je reste derrière la porte, de temps en temps, je regarde la tête. Et mon regard perdu, toute la classe qui se met à rire. C'est comme ça que la maîtresse a su qu'il y a quelque chose qui se passait dehors. M'a attrapée. Et après les vacances, là, donc à 5 ans, ma maman a décidé de m'inscrire au CI pour que je puisse suivre ma sœur. Okay. Donc j'ai commencé à 5 ans le CI à l'école publique de Huntondi, l'école primaire publique de Huntondi. Mais après un an, ma sœur a quitté Abomey pour rejoindre le père pour raison de santé. Okay. Et ma maman a dit, bon, cette école est un peu éloignée de notre maison, je vais te rapprocher. Et je vais t'inscrire chez les sœurs parce que là, c'est plus proche. Et bon, c'est plus sûr. C'est plus sûr et la qualité de l'enseignement dans le privé à l'époque. Donc, c'est comme ça que, à 6 ans, j'ai repris le CI. En fait, j'aurais pu commencer le CPME. Enfant d'analphabète, ma maman était analphabète, donc pendant les vacances, est-ce que je suis passée ou non, je ne savais rien. On me demande, ma soeur a dit, elle vient d'avoir, ma maman plutôt, elle vient d'avoir 6 ans, il faut l'inscrire au CI. Voilà. Et c'est le premier jour de la rentrée que mes camarades de l'année écoulée, en passant, disent, ah, toi, on t'a appelé au CP2, on ne t'a pas trouvé. Où est-ce que tu es passé? Et j'ai dit à maman, ah, je suis passée au CP là-bas. Hein. Et l'après-midi, bon, vas-y, voici, on va te laisser. Okay. Je vais, sans rien dire, je me mets dans le rang de CP. Quel CP, mais je ne savais pas, derrière. Et ce sont mes camarades là, de 6 ans là, qui m'ont encore chassé. Ah, non, non, t'as déjà remplacé. Comme on t'a appelé le matin, tu n'étais pas là. Okay. On t'a déjà remplacé. Sans demander rien à la maîtresse, je reviens à la maison, je dis à ma vieille, mais il semble qu'on m'a déjà remplacé au CP. Hein. Donc, je retourne au CI. Mais je n'ai pas regretté, ça m'a beaucoup aidé. C'est comme si la première fois que j'ai fait le CI, ça a été une année préparatoire pour moi. Ce qui fait que quand j'ai commencé le CI au CM2, j'étais toujours parmi les 3 premières de la classe. Bon, c'était une école de filles. Ouais. Donc, toujours les 3 premières. Et sans compter que même si je ne comprenais pas du tout le français, parce que là où j'ai les pires notes, c'était en français, en dictée, j'avais toujours 0. Comme on le disait, Toiti, là, c'est à l'école que j'ai appris le B.A.B.A. Mais les activités commerciales de ma maman étaient telles qu'on était bien en calcul mental. Vous voyez, les femmes du marché qui savent faire le petit commerce ont le sens de la comptabilité. N'ont pas besoin de calculatrice. Si tu amènes 500, tu achètes pour 325. Elles savent déjà quel reliquat te donner. Donc, j'ai baigné dans ça depuis mon enfance, ce qui fait que calcul imbattable, bien sûr. Problème à l'époque où on donnait les maths maintenant, ça aussi. Si je n'ai pas 20, c'est 18. Donc, ça faisait que j'avais toujours de bonnes notes. Maintenant, je m'appliquais à l'écriture. Donc, même si en français, je ne travaillais pas trop, mais ça compensait avec les autres matières. Alors, vous, les enfants de commerçantes, vous avez entendu? Vous devez être fort dans les mathématiques. Ah oui, surtout aujourd'hui, j'invite beaucoup les enfants qui sont des écoliers ou des élèves à aider les parents dans leurs activités génératrices de revenus. On apprend beaucoup de choses, des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école, mais que nous apprenons à côté des parents. Et ça participe même de la sociabilisation de l'enfant. Aujourd'hui, nous surprotégeons les enfants. On ne veut plus leur permettre de faire la vaisselle, de faire la lessive. Et les enfants grandissent avec l'idée que le paradis ou le monde où il fait bien être, c'est le monde où on a tout et on ne fait rien. C'est pas vrai. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie, ce qui fait que je suis pratiquement touche à tout. Voilà. Alors donc, vous faites le primaire avec les sœurs. C'était à quelle école déjà? C'est à l'école à côté de la paroisse Saint-Pierre et Paul d'Abomey. Et nous, on appelait école des... J'ai oublié l'école des sœurs. Mais c'est la seule école d'ailleurs des sœurs à l'époque. Donc, c'est l'école des sœurs là. C'était là. J'ai fait jusqu'au CM2. Et 6e, j'ai fait partie de la promotion de réforme des CES.
les CES collèges d'enseignement secondaire. Avec On était à quelle année déjà? En 71. Avec la création des nouveaux établissements scolaires. Absolument. Donc, je suis de la première promotion, de la toute première promotion du CEG2 d'Abomey. Okay. Je fais partie des gens qui ont tenu la roue pour sarcler l'espace sur lequel on a aujourd'hui construit le CEG. Mais j'ai tellement de chance que j'ai fait à peine 2 semaines au CEG. La réforme qui a recommandé la fermeture des lycées à l'époque a été revue. Et on a rouvert les lycées. Donc, les plus jeunes qui ont travaillé, on les a reclassés et je me suis retrouvée au lycée au fond où j'ai fait de la 6e en terminale. En terminale. Alors, vous faites de la 6e en terminale, juste en 3e, vous étiez en série en tronc commun. Oui, oui. Et à partir de la seconde, vous avez fait quelle filière? En seconde, j'ai fait C4. En plus. Hein. C4 parce que en 3e, je n'étais pas... Vous savez, à l'époque, il n'y a pas tellement d'informations d'orientation. Donc, on va à l'école sans trop savoir ce qu'il faut faire. Et vous travaillez en mathématiques? J'ai commencé par travailler en maths. J'avais commencé par travailler en maths grâce à mes professeurs. Il y a un d'ailleurs à qui je rends hommage que j'ai eu après en terminale, M. Makou. Il nous tenait vraiment très bien en maths. Donc, j'ai décidé de faire, j'étais un peu, disons, équilibrée partout. J'ai dit, bon, je vais faire C4 parce que C4, c'est à la fois scientifique et littéraire. Donc, ça te donne la possibilité d'aller encore vers la filière littéraire ou scientifique. Et vous allez jusqu'au bac A? Bac A, bac A4. Et vous décrochez votre bac? J'ai eu le bac. La deuxième fois, là également, je voudrais m'adresser aux jeunes qui se découragent très vite parce que je dis, dans ma vie, c'est toujours à cause de persévérance que j'ai réussi. Par exemple, au CM2, on faisait séparément 2 examens. CEPE, qui était un diplôme, et la bourse qui vous permettait d'être classé au collège. J'ai redoublé pour le CEPE. Mais j'ai eu la bourse, ce qui m'a permis de commencer la 6e. Et en 6e, j'ai préparé le CEPE et je l'ai eu. En 3e aussi, je suis passée en seconde, mais j'ai échoué au BPC. Mais en seconde, ma maman dit toujours, ce qui compte, c'est d'abord le diplôme. Vous voyez, sa génération. Donc, en seconde, j'ai préparé le BPC. Je m'étais fait aider par mes camarades. Je dis un petit coucou à Elisabeth. C'est une amie, Elisabeth Anatel, elle était très bien en maths. Elle est devenue après professeure de maths. Alors, c'est à elle que je demandais de me dire comment il faut faire pour travailler en maths. On riait beaucoup. Elle explique les choses. Je dis, je ne comprends pas. Elle dit, tais-toi, il n'y a rien à comprendre. Apprends les théorèmes et applique seulement. Et je crois que je l'ai suivi, j'ai eu mon BPC en terminale. Première année aussi, j'ai échoué et j'ai repris la 2e année. J'ai eu mon bac. Alors, ce n'est pas extraordinaire. Hein? Quand on tombe, ce n'est qu'une étape. Il faut se relever, oui. Très vite. Très vite. Et là, ça fait mal, mais... Oui, ça fait mal, oui. Vous faites donc votre bac avec succès. Et vous venez à l'université. Il n'y en avait pas 2 en son temps. Oui, c'était l'Université nationale du Bénin. Voilà. Vous atterrissez à l'université? J'atterris à l'université. Il fallait choisir une filière. Donc, je vais moi-même me renseigner. Bon, avec le bac A, j'ai la possibilité avec 2 facultés. La Flash à l'époque, lettres, arts, sciences humaines, et la FASGEP à l'époque, faculté des sciences juridiques, économiques et de gestion. Voilà, et politique. Et politique. Et quand je suis allée à la Flash, quand je vois les filières, je ne vois pas autre issue que l'enseignement. Oh, je rêvais de faire autre chose que l'enseignement. Non pas parce que je n'ai pas la faculté, je dis soit dit en passant, après le bac, j'ai fait ma mission militaire. Ah oui. Donc je vais vous montrer une photo tout à l'heure de la soldate de 2e classe que j'étais.
Je vais vous montrer aussi la seule photo d'enfance que j'avais, juste pour dire que j'étais née naturellement comme n'importe quelle fille et j'ai grandi comme n'importe fille. Je n'avais même pas la chance de beaucoup de photos et la seule que ma maman a pu me faire à l'âge de 2 ans environ, ça n'a pas réussi, donc vous allez voir avec des pointillés. Donc j'ai fait la mission d'enseignement. Je faisais partie de la 2e promotion des bacheliers à l'époque en 1980. Je suis retournée faire ma mission d'enseignement au CEG 1 d'Abomey. J'ai enseigné à la source, hein? Vous n'êtes pas allé loin. Non, j'ai enseigné l'histoire et la géographie. Et j'avais, je crois, 8 ou 10 classes. Hein. Toutes les promotions, il y avait 5 classes de 6e, 5 classes de 5e. Et les classes de 5e, c'est parfois avec de grands gaillards, surtout quand vous allez au 5e D, de grands gaillards de 17, 18 ans qui avaient ma taille. Hein. Mais j'ai pu tenir et j'avais trouvé beaucoup de passion dans ça et j'avais de bons contacts avec mes élèves aussi. Et vers l'approche des vacances, je leur apprenais aussi des chants, donc c'est des choses que hein? Ça revient toujours. Mais je ne badine pas, hein, pas de pagaille à mon cours et ça. C'était une expérience édifiante. Surtout que des années après, j'ai eu la chance de rencontrer des gens que j'avais enseignés qui sont devenus aussi de grands directeurs, de grands entrepreneurs. Et vraiment plus des DG, plusieurs niveaux. Je ne les reconnais même pas toujours. C'est eux qui me reconnaissent, mais dès qu'ils disent le nom, ça trottine et ça vient dans ma tête. Voilà. Donc, je suis venue parce que je suis née, j'ai peut-être oublié de dire, d'une famille polygame. Ce que beaucoup ne savent pas. Mon père était un grand polygame. Beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. C'est un vrai Abomey. Donc, je ne faisais pas partie des aînés. Ma maman avait 8 enfants vivants, 4 filles, 4 garçons. Je ne suis pas l'aînée non plus. J'avais 2 grands frères et une grande sœur. Et puis derrière, j'ai les petits frères et sœurs. Donc, à l'époque, mes grands frères qui étaient dans la fonction publique étaient déjà dans l'enseignement. Plusieurs niveaux. Alors moi, je dis, pourquoi faire la même chose? Non, 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 il faut changer. Je veux quelque part où on n'a pas encore beaucoup de femmes. Puisque aller à l'école, pour la fille que j'étais, c'était quand même un grand défi que ma maman a eu à relever. Parce qu'elle nous rappelait souvent qu'à son âge, elle était de 1925. Elle avait même l'opportunité d'aller à l'école, mais son papa s'y était opposé tout simplement parce que la fille n'a pas sa place à l'école. Ça, c'est Seydou Badia. Ça l'a tellement marqué qu'elle s'est lancé le défi de faire scolariser tous ses enfants. Fille comme garçon. Même si son mari ne le voulait pas. Donc, elle s'est donné les moyens de le faire. Elle s'est donné les moyens par son petit commerce de relever ce défi. Donc, j'avais également en tête de dire, mais il faut que je fasse quelque chose pour faire la différence. Montrer à mon père qu'une fille peut réussir à l'école. Il faut dire que déjà, dès qu'on a eu le CEPE, il a changé de regard. Hein. On était même devenu son interprète en baragouinant notre petit français. Là. Pourtant, au départ, il y avait des résistances. Il a vraiment changé de regard à notre... C'était comme si on était devenus ses enfants blancs parce qu'on pouvait parler la langue du blanc. Traduire la note. Sinon, au départ, on se prosternait complètement pour dire bonjour à notre père. C'était un vrai féodal. Mais après, non, mes enfants restaient debout, venaient m'embrasser. Lui-même analphabète. Oui, ma Vivi. Ah oui, ma Vivi, oui, ma Vivi. Ça vous sort de l'obscurité. Et ça vous sort de la dépendance. Et c'est pour ça que j'ai du mal qu'aujourd'hui, les parents ne comprennent pas l'importance qu'il y a à éduquer son enfant. Et donc, mais si l'enfant a le bénéfice du capital et que tu n'investis pas ton bénéfice dans l'avenir de l'enfant, qu'est-ce que tu peux attendre? Donc, j'ai voulu faire autre chose. Comme à la Flash, je n'avais pas beaucoup d'opportunités. J'ai dit, bon, je vais à la FASGEP pour faire le droit. J'avais 3 possibilités. Quand vous allez en droit, vous pouvez faire l'administration, la magistrature, la diplomatie. Puisque les 2 premières années, c'est aussi un tronc commun.
Les matières qu'on faisait en diplomatie ne m'intéressaient pas trop. Je trouvais un peu rébarbatif. Histoire de politique et tout ça. Et vous savez, les femmes n'écoutent pas trop les informations politiques. La petite histoire, hein. J'ai passé aussi le concours du journalisme. En temps, j'ai échoué. C'est le journaliste raté qui est là. Parce qu'il y avait beaucoup de questions sur l'actualité que je ne savais, je ne pouvais pas répondre. Donc, naturellement, j'ai échoué. Donc, quand j'ai vu la diplomatie, les matières, tout ça, là, j'ai dit non. L'administration, j'ai dit non. Je voyais dans l'administration quelqu'un qui reste derrière les bureaux, tout ça. Je dis non, il faut autre chose. Et pour le droit, il y avait des matières, on avait des professeurs qui nous enseignaient la matière avec beaucoup de passion. Quand je vois le professeur Kodjovi paix à son âme avec les assurances, Madame Mouessou avec le droit de la famille et le droit international privé, Madame Maître Akang aussi Degueno avec le droit pénal spécial. Donc vraiment, c'était des matières qui me passionnaient et après les 2 ans, j'ai décidé d'aller faire les carrières judiciaires. Alors donc vous décidez donc d'aller en droit, d'aller cette fois-ci en spécialité droit. Alors qu'est-ce qui s'est passé après? Attends, il faut me laisser prendre une petite pause d'abord et on va continuer après. Voilà, on prend la pause et on revient. Speedline TV désormais très proche de vous. Pour vos réalisations et diffusion de spots publicitaires, publics reportages, couverture médiatique, émissions, communiqués, avec Speedline TV, c'est presque gratuit. Vous avez des meilleurs prix. Pour tous vos produits et services, nous vous offrons des espaces publicitaires à travers nos émissions, nos feuilletons et séries. Profitez de notre période promotionnelle pour atteindre vos clients partout sur le territoire national, partout en Afrique et dans le monde entier. Avec Speedline TV, votre visibilité est assurée. Speedline TV est situé à Akpapa, au téléphone 99 00 84 49. Speedline TV, votre télé. Nous sommes donc de retour dans cette émission. Madame, après donc le tronc commun à l'université, à la faculté donc, de droit, vous passez maintenant en spécialisation. J'ai fini en 84 à l'université et c'est pratiquement la dernière année où l'État recrutait systématiquement. Donc j'avais eu la chance de faire partie des dernières vagues de recrutement. J'ai été engagée en qualité d'élève administrateur, à l'époque classée au ministère des enseignements supérieurs et de la recherche à l'époque. Et c'est pendant que je travaillais là-bas que j'ai préparé le concours de la magistrature parce qu'il me fallait, j'avais cette ambition d'aller le plus loin possible pour honorer ma mère. Et j'ai passé le concours de la magistrature. La première année, ça n'a pas marché. Et puis la deuxième année. En temps, j'étais mariée, j'avais déjà ma première fille. Donc j'ai passé le concours, j'ai commencé les cours à l'ENA à Calavi à l'époque. J'habitais Cotonou, il fallait faire la route. Et j'ai eu ma deuxième grossesse au cours des études à l'ENA. Okay. Je me rappelle encore ces moments de sieste sur les tables de l'ENA. et c'était une grossesse pour laquelle je n'avais pas eu de congé de maternité parce que je ne voulais pas rater mon stage. Donc j'ai eu juste 2 semaines de pause au cours de laquelle j'ai accouché et puis j'ai repris aussitôt. Et en 88, j'ai fini, j'ai été intégrée dans le corps de la magistrature en décembre 1988. Voilà, j'ai travaillé successivement à plusieurs postes. J'ai d'abord fait le parquet général près de la cour d'appel de Cotonou comme magistrat stagiaire. Ensuite, j'ai été envoyée au tribunal de première instance de Ouidah comme juge d'instruction. J'ai fait près de 5 ans là-bas. On m'a affecté
à Cotonou comme substitut du procureur de la République. Après 2 ans, j'ai été nommée juge du siège, où j'ai fait 4 ans. Et je prenais les audiences correctionnelles et les affaires familiales. Donc, c'est ça qui a augmenté aussi ma passion sur les questions du droit de la famille, parce que c'était une époque où je devais dire le droit, mais sur la base du droit traditionnel, dont les dispositions ne sont plus tellement conformes aux exigences de l'état de droit et de notre Constitution qui consacrait l'égalité des sexes. Donc, il fallait faire preuve de créativité judiciaire au milieu des hommes qui ne sont pas toujours prêts à lâcher le droit traditionnel. Donc, ce n'était pas toujours facile. Donc, j'avais hâte qu'on ait un test pour régir la matière qui est le droit traditionnel. J'en étais là quand, en 2001, j'ai été nommée ministre de la Famille, de la Protection sociale et de la Solidarité. Et curieusement, c'est moi qui devais représenter aussi le gouvernement pour défendre le projet de code des personnes et de la famille. Donc, vous comprenez que du coup, j'avais plusieurs intérêts à le faire et j'étais à l'aise pour le faire. Après ma sortie du gouvernement, je suis retournée à la cour d'appel comme conseiller, de Cotonou comme conseiller, et ensuite substitut général. Ensuite, on m'a envoyé au ministère, où je suis restée un peu flottant, ça c'est une autre histoire. Et puis de là, on m'a balancé à la cour d'appel d'Abomey. Et finalement, j'ai été nommée à la Cour suprême, où j'ai fini ma carrière en 2019. Pendant que j'étais à la Cour suprême, où j'ai servi à la Chambre des comptes, qui est devenue aujourd'hui une Cour des comptes, j'ai eu l'opportunité aussi d'avoir été nommée, d'avoir été élu avocat général près la Haute Cour de justice. Et voilà, c'est avec cette qualité que j'ai fait valoir mes droits à la retraite le 1er octobre 2019. Donc, ça me fait 5 ans de retraite, bientôt 6 ans. Une carrière très enrichissante. Mais pendant que vous faisiez toutes ces navettes, M. Ayemona, lui, il était où? Ben, lui aussi, il était un fonctionnaire de l'État. Hein. Il est gynécologue obstétricien. Donc, vous savez, les médecins n'ont pas le temps, très peu le temps. Hein. Il faut s'occuper des femmes qui vont accoucher. Donc, il a ses périodes de garde, les contraintes professionnelles aussi. Ben, d'un autre côté, nous sommes très friands de la vie associative. Et aussi un peu de l'art. Parce que c'est un bon comédien. Hein. Je ne sais pas si vous lui connaissez ce côté de son talent de comédien. Il a créé le ACE. Il fait partie de ceux qui ont créé l'ensemble artistique et culturel des étudiants. Et moi-même, à l'université, j'étais membre de l'ensemble artistique et culturel des étudiants UACE. Et je faisais les chants, je chante. Je danse et je fais aussi le théâtre. Alors, il y a une parenthèse qu'on a sautée rapidement, mais là, vous avez ramené ça. Votre rencontre avec M. Ayemona, ça s'est passé comment? C'était C'est à l'université. Non, c'est à l'université. Lui, il était aussi... C'est l'art qui nous a rassemblés, voilà. Parce que lui, il est à Cotonou à la faculté de médecine et moi, je suis à Calavi à la faculté de droit. Donc, c'est avec l'UACE que nous avons eu l'opportunité de nous connaître. Voilà. Alors, lorsqu'on revient, donc en 2019, vous faites valoir votre droit à la retraite. Alors, depuis 2019, qu'est-ce que vous faites? J'essaie de beaucoup m'occuper pour ne pas du tout m'ennuyer. Je fais le sport comme je peux pour avoir la forme. Je marche beaucoup. Et d'ailleurs, j'étais déjà dans un groupe de marche qui avait été initié par le professeur Marina Massoubodji, qui est cardiologue, qui a été ministre de la Santé et qui pense qu'il faut beaucoup marcher pour faire travailler le cœur et ne pas avoir des problèmes de maladies cardiaques. Donc, il avait initié ce groupe. J'y étais rentrée
dès ma sortie du gouvernement, on marchait tous les dimanches. On faisait 6 à 8 kilomètres. Et puis, depuis ma retraite, en semaine, je marche aussi 2 à 3 fois. Bon, les dimanches, je n'ai plus le temps de marcher parce qu'en temps, je suis rentrée dans une chorale. Ah, d'accord. Dans une chorale de la paroisse Saint-Antoine de Padoue. Donc, les dimanches matins, quand on n'est pas à l'animation de la messe, c'est qu'on est en répétition. Donc, ça fait que j'ai plus le temps de marcher les dimanches, mais je marche en semaine et je me suis procuré un peu de matériel pour faire le sport. Donc, parfois même, je peux ne pas sortir de ma chambre et faire le sport. Et j'aime faire la couture. Donc, j'ai 2 machines à coudre. Ah oui. Donc, quand j'ai envie de faire la couture, de raccommoder les choses, ou j'achète les rideaux qui sont trop longs, il faut réduire, ou quelque chose qu'il faut raccommoder. Bref, j'ai une très grande passion pour la couture. Et je me rappelle même que quand j'étais en première année, je n'avais pas de bourse. J'avais ma machine sur le campus. Ah oui. Et je faisais des tenues pour gagner de l'argent. Vous avez appris à coudre où? Comme ça. Disons que comme j'ai fait chez les sœurs, on nous apprenait les b.a.-ba de la couture, ou les autres. Et ma maman, en tant que commerçante, vendait de la mercerie. Donc, j'avais apporté de main tout ce qu'il faut pour faire la couture. Elle vendait aussi du tissu. Donc, on a des coupons de tissu, de l'aiguille, du fil, tout ça. Donc, quand je quitte l'école et que je viens, et ça me passionne. Quand il y a des coupons de tissu, je couds pour me faire de petites jaquettes. Et je me rappelle que j'étais en classe de 5e quand j'ai fait ma première robe entièrement à la main, avec point de piqûre. Entièrement, une robe plissée avec 2 plis plats devant. Je me rappelle encore le tissu que j'ai beaucoup aimé. Autodidacte alors. Voilà, et puis on a une couturière qui était en face. Donc avec le temps, à 16 heures de pause là, je vais apprendre à enfiler l'aiguille et à coudre. Et j'ai commencé par lui dire de me laisser coudre les choses. Donc quand je fais les coupes, je ne coupe plus à la main, mais je vais coudre chez elle. Et c'est comme ça que ma maman m'a observé. Quand ma maman veut faire son bomba, elle aussi, elle avait une petite passion sans être couturière. Elle faisait de la layette entre-temps quand elle était jeune aussi pour se faire un peu d'argent. Donc, quand elle veut faire son pain de bomba, le pain qu'on appelle zédé, mais là, quand elle laisse aux couturières, elle n'est pas satisfaite de la manière de faire. Donc, comme elle est vendeuse de tissu, elle sait coudre. Donc, elle fait elle-même la coupe de son pain. Et les gens lui font ça. Comme elle a senti que j'ai eu une certaine passion pour la couture, elle s'est dit, ben, si je lui achète une machine, si je couds mon pain, elle pourra me coudre. C'est comme ça qu'en terminale, elle m'a acheté une machine à coudre. Et en partant, vous partez avec? Ah oui, je suis partie avec. Mais avant ça, il y avait une dame aussi qui était chez nous, elle est brodeuse couturière, et elle utilisait plus sa machine à coudre. Elle était plus brodeuse. Donc je lui ai dit, écoute, laisse-moi utiliser la machine et sinon avec le temps, ça va, ça va plus fonctionner. Donc vraiment, j'ai utilisé toutes ces opportunités pour me faire la main. Et il y avait des catalogues de coupe et de patron. Donc, quand je trouve, j'achète, je faisais les jupes sur patron. Et je me rappelais même que ma grande sœur, à l'époque, faisait un peu la navette au Gabon pour vendre des tenues. Donc, je faisais des coupes de tenues à ma taille. J'étais moi-même mannequin. Bon, je n'étais pas aussi forte à l'époque. Et curieusement, beaucoup de ces clientes avaient ma taille. Donc, je faisais les tenues, les modèles et puis elles partaient. Parce qu'à l'époque aussi, quand j'avais commencé par travailler, le reclassement n'était pas systématique. Donc, avec les avances sur solde de 30 000, après 40 000 par mois, avec les enfants, c'est pas toujours facile. Donc, il faut, à défaut de faire autre chose, trouver des activités qui vous permettent d'économiser. Et sur ce plan, je crois quand même que j'ai été très économe. J'ai toujours, tous mes enfants au cours primaire, je leur faisais leur tenue de kaki, moi-même. Je ne me rappelle pas avoir commandé une seule fois une tenue kaki pour l'une de mes filles. Je n'ai que des filles, j'en ai 4.
au cours primaire. Et je me rappelle aussi que pour le baptême de la première et de la deuxième, j'ai fait moi-même les tenues. Malgré la profession. C'est pour les cheveux que j'ai. Déjà, même vous étiez au cours, hein, vous étiez encore en train de faire les cours. Oui, mais quand elle est née, tout ça. Oui, mais même quand j'ai commencé juste d'instruction à Ouida, bon, c'est vrai, je n'allais pas tous les jours à l'époque. Et je m'organisais parce qu'avec le salaire de 40 000, prendre taxi et ensuite Zémidjan, on a commencé par travailler dans des conditions difficiles. Hein. Je me rappelle qu'au départ, je me dis, ben, en tant que juge, je ne voulais pas descendre au tribunal à Zém. Donc, quand je prends le taxi et que je descends au Fort Français, je marche pour aller au tribunal. Et quand je ne veux pas marcher, je dois négocier avec le taxi, payer un surplus pour qu'il passe par là pour me faire descendre. Donc, ça faisait quand même beaucoup d'argent. On n'avait pas de cantine, donc il faut se contenter d'acheter un peu d'acassa avec les petits poissons. Comme je le disais, je ne pouvais même pas m'offrir le luxe de prendre une boisson à 100 francs à l'époque parce que je réduisais le prix de mon déjeuner à 150. 50 francs d'acassa, 100 francs de poisson avec moyo. Et puis, il fallait se contenter de ça. Donc, quand je viens à la maison, même je fabriquais de la glace pour vendre et tout ce que je pouvais. Ça dit, le commerce est resté dans les veines. En fait, pour moi, ce n'était vraiment pas un commerce parce que dans ma tête, le magistrat ne doit pas faire du commerce et je reste très attachée à la déontologie. Mais tout ce que je pouvais faire pour réduire les dépenses, tout ça, et augmenter un peu mes ressources de façon, disons, légale. Et également éviter que toute la charge ne soit à mon mari. Comme je l'ai dit, moi, ma maman fait partie de l'une des dames qui m'ont inspirée. Elle est la première d'ailleurs. Et Dieu seul sait comment elle s'est battue pour son autonomie financière et éduquer les enfants. Donc j'ai été éduquée dans le sens de ce que la femme ne doit pas être celle qui doit tendre la main à l'homme avant de se réaliser. Donc tout le temps, je suis restée comme ça. Je faisais ce que je pouvais pour être moi-même et pour faire preuve de dignité. Voilà. Alors, parmi les aides qui vous ont marqué, hein, vous nous avez montré les photos, il y a votre mère, ça vous en avez suffisamment parlé. Oui. Et il y a également une blanche. Oui, la blanche, c'est la sœur Anna. La sœur Anna Rizardi. C'est une religieuse d'origine italienne. Elle vit toujours en Italie. Elle a maintenant pratiquement 85 ans. Wow. Elle est de la Société des Filles du Cœur de Marie. C'est une congrégation catholique. Elle a servi pendant plus de 40 ans au Bénin. Donc, elle est arrivée très jeune. Elle fait partie de... C'est sa congrégation qui est au centre d'accueil Monseigneur Parizeau. Donc, elle fait partie des premières qui ont créé ce centre. Et c'est avec elle que nous avions créé la Fondation Regard d'Amour. Et depuis que je l'ai croisée sur mon chemin, j'ai compris que c'est une dame aussi infatigable que ma mère. Elle est tout le temps, c'est une dame de cœur. Vous avez n'importe quoi à faire, elle est là. Le ménage, tu vois, c'est l'époque où c'est des gens qui ont fait enseignement ménager, ensuite la prière. C'est avec elle que j'ai appris à croire en la providence. Parce que quand nous avions créé la Fondation Regard d'Amour, bien entendu, elle avait eu l'autorisation de l'archevêque de l'époque pour pouvoir faire partie d'une association. Et l'archevêque, c'était du temps de Monseigneur Isidore de Souza, de vénérée mémoire. Donc, au début, quand même, c'était difficile. Et c'est chaque fois qu'il dit, ma présidente, ne te décourage pas. Nous allons prier, la providence va nous ouvrir les portes. J'avoue que souvent, vers les 15-18, j'étais très, très, très stressée parce qu'on tend vers la fin du mois. Parce que la fondation,
c'était une entreprise à but non lucratif qui ne génère pas de ressources, mais avec des charges fixes. C'est d'abord une administration qu'il faut gérer, les courriers qui arrivent, qui partent, il faut répondre. C'est d'abord une maison avec des enfants qu'il faut gérer. Donc, quand on dit maison, il faut penser aux enfants, faire les provisions. Qu'est-ce que les enfants vont manger? Payer la facture d'électricité, d'eau, le personnel. Donc, c'est en même temps une entreprise avec une ressource humaine qu'il faut gérer. Donc, préparer les contrats de travail, signer les contrats, faire les déclarations du personnel, payer les cotisations, payer les impôts pour le personnel, autres impôts. Donc, c'était très, très, très stressant et dès le début, ce n'était pas facile d'avoir un partenaire financier. Il fallait aussi travailler, veiller des nuits durant, concevoir les projets, compter sur les relations d'amis pour trouver les partenaires, retravailler les tests après discussion dans le sens de la bancabilité et tout ça. Ça n'a pas été facile. Ce n'était pas du tout facile, mais la sœur Anna, elle était toujours là avec la prière, avec les mots justes qu'il faut pour calmer, pour apaiser, pour garder la foi en Dieu, pour traverser toutes les épreuves. Et Dieu seul sait, on en a aussi traversé avec la Fondation Regard d'Amour. Alors, je fais un flashback. Dans votre carrière de magistrate, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Il y a plusieurs situations qui marquent. On va citer quelques-unes. Disons que ce que j'ai aimé le plus quand j'étais magistrat, comme je l'ai dit, je règle les cas un à un. C'est-à-dire, quand on t'apporte un problème, tu as le pouvoir de régler le problème et tu le règles. Et quand je croise après sur mon chemin des gens que moi-même j'ai oublié, mais qui portent leur témoignage, il y en a qui disent « Ah, c'est grâce à vous que j'ai sauvé mon ménage ». Ça, c'est très important pour un juge qui prononce le divorce parfois, mais qui parvient à, dans la phase de tentative de conciliation, parvient à faire reconnaître à chacun des époux leur tort dans le problème qu'il y a, à reconsidérer leur position et à repartir sur de bonnes bases. Ça, c'est de bons témoignages. Parfois même, vous avez des délinquants que vous avez condamnés, mais dans cette période de condamnation, vous avez à leur donner des conseils pour dire « Pourquoi toi, jeune comme ça, tu ne veux pas chercher à faire quelque chose? Tu te laisses embarquer dans des histoires qui t'amènent à la prison. » Donc, il y en a dont le cœur est touché, qui vous retrouvent dans la rue. Et ça me frappe. C'est-à-dire des gens qui ont été déférés devant moi pendant que j'étais au parquet, que j'ai même fait placer sous mandat de dépôt, mais qui me croisent après sans aucune animosité. Là, ça me fait tic quand ils se présentent, mais après je me dis, quelque part, je ne leur ai pas fait que du tort. Bien sûr. J'étais aussi un juge, j'essaie de faire preuve de beaucoup de communication. Parce que quand les gens se présentent devant vous, surtout en matière correctionnelle, ils ont toujours l'impression que c'est le juge qui les condamne. C'est le juge qui les met en prison. Et pendant que j'étais surtout juge d'instruction, quand je viens aux gens, je dis non, ce n'est pas moi qui vous mets en prison. C'est parce que vous êtes en porte-à-faux avec la loi. Et la loi dit ceci. C'est parce que vous avez violé la loi et par rapport à l'exercice de mes fonctions, je suis obligée d'appliquer la loi que j'en arrive là. Mais je n'aurais pas pu faire autrement. Donc, j'essayais de communiquer beaucoup et c'est ça qui fonde aussi mon implication dans la vie associative par rapport à la sensibilisation sur tout ce qui est test de loi. Test de loi. Pendant que j'étais juge correctionnel à Cotonou, et chaque fois qu'il y a des élections, vous avez beaucoup de gens poursuivis pour fraude électorale. Quand les gens arrivent, je dis, mais vous voyez, les politiciens sont là-bas et vous, on vous donne 500 francs
pour aller frauder. Et voilà là où ça vous amène. Et dans cette manipulation de la jeunesse que vous êtes, est-ce que vous savez que ça aurait pu faire basculer le pays dans la violence? Parce qu'il y a des moments où on frôle la violence tout simplement parce qu'un jeune a eu 500 francs, 1000 francs pour aller créer du désordre. Donc je me dis, mais plutôt que d'être un juge qui attend que les gens violent la loi pour venir devant la justice et se retrouver en prison, pourquoi ne pas en amont faire la sensibilisation pour expliquer aux gens le bon citoyen, c'est celui qui respecte les lois qui sont adoptées par des gens que vous avez élus conformément à la loi pour vous représenter et faire les lois en votre lieu et place. Donc nous ne sommes que les utilisateurs de la loi en tant que juges. Et mieux, la loi nous interdit de critiquer les textes qui sont adoptés. Chacun est dans son rôle, dans un État, dans un pouvoir démocratique où l'exécutif est dans son rôle, le législatif est dans son rôle, mais le judiciaire également n'a pas à se mêler s'il reste dans son couloir de juge. Donc je me dis, il faut expliquer les choses en amont. Et quand on explique, c'est vrai qu'il y a des gens qui s'en foutent pas mal de la loi. C'est nous tous, hein, c'est tous les citoyens. L'exemple que je donne aujourd'hui, hein, on a beau nous dire que le port de casque est d'abord pour nous protéger, c'est pour notre sécurité. Mais quand on peut tricher un peu, on triche. On nous dit l'excès de vitesse est souvent source d'accident. D'ailleurs, dès que vous faites un accident, on retient systématiquement l'excès de vitesse. Mais parce qu'on est pressé, on dit non. S'il n'y a pas quelqu'un pour nous surveiller là, il faut que... Donc ça fait partie de la tendance humaine de tricher un peu malheureusement. Voilà. Alors Madame Munga Ayemona, cette entrevue tire à sa fin. Quelle est la leçon que vous pouvez donner à la jeunesse, surtout les jeunes filles d'aujourd'hui qui sont plus présentes sur les réseaux sociaux alors que la vérité est ailleurs? Les réseaux sociaux, ça je ne dirais pas que c'est la cata. Hein. Mais quand je vois aujourd'hui des gens qui s'improvisent comédiens ou artistes ou influenceurs, mais des gens qui influencent négativement et qui poussent la jeunesse toute la journée à être sur les réseaux sociaux, on y perd de l'argent parce qu'il faut acheter du crédit. On y perd le temps quand on sait que le temps, c'est de l'argent. Et comme les gens le disent, ceux qui ont créé ces réseaux sociaux, c'est comme s'ils veulent continuer à amener notre jeunesse à perdre son temps pour ne pas penser au développement. C'est vrai, nous avons besoin de nous distraire pour notre équilibre. Et là, quand moi, j'ai l'occasion, je ne m'en prive pas. La preuve, je vous ai dit que je suis maintenant dans une chorale. J'ai fait l'UACE, mais aujourd'hui, quand j'ai envie de danser, je danse. Je mets la musique, je chante comme je peux. Donc, on a besoin du loisir, mais il faut des loisirs sains. Et c'est en cela que je voudrais aussi jeter mon regard. Je ne voulais pas parler d'interpellation aux structures de l'État. Malheureusement, on parle beaucoup de la jeunesse, on parle beaucoup de l'épanouissement de la jeunesse, mais on cible seulement quelques activités et on ne pense réellement pas à ce qu'il faut pour amener la jeunesse à la base, à des activités saines. Je me rappelle d'une activité de colonie de vacances que nous menons souvent à la Fondation Regard d'amour. Pendant les vacances, l'objectif était de trouver un cadre d'épanouissement avec un bon encadrement pour les enfants. Mais je vous assure, le coût de ces activités était tel qu'il est difficile de demander aux parents de tout supporter. Mais aujourd'hui au Bénin, l'État n'encourage pas les ONG qui veulent s'échiner pour offrir ce cadre d'épanouissement aux enfants. L'État n'encourage pas les entreprises à pouvoir accompagner ces enfants parce qu'ailleurs,
l'État, par le système de financement des impôts ou des jeux, oblige même ces entreprises à pouvoir aider ces structures pour l'épanouissement de la jeunesse. L'État veut parfois tout faire, mais je mets l'État en défi de tout faire. Ça, je l'ai dit toujours. La preuve, je dis, combien d'orphelinats l'État a créé? Combien de crèches, garderies l'État a créé? Donc, dans les pays où on pense vraiment au social, aux enfants, à la femme, aider la femme, l'État, à défaut pour lui de faire ces choses, accompagne les structures associatives, les structures non gouvernementales qui font ces choses. Et je ne vais pas finir sans revenir à la Fondation parce que pour moi, la Fondation, je me dis présidente émérite de la Fondation. C'est un nom qui reste collé à moi. Et d'ailleurs, j'ai ici Notre-Dame de regard d'amour que je porte. Et depuis que j'ai pris ma retraite, j'ai préféré céder le patrimoine de la Fondation. Quand je dis j'ai, c'est un abus, parce que la Fondation, ce n'est pas que moi, c'est une association avec d'autres personnes derrière. Mais nous avons analysé la situation. C'est vrai, la charge pesait beaucoup plus sur moi en tant que présidente. Mais je me suis dit, pendant 60 ans, j'ai travaillé pendant 60 ans. 35 ans à la fonction publique, 25 ans à la Fondation simultanément. Quand j'additionne les deux, ça fait 60 ans. Donc je suis allée à la retraite à 60 ans, après 60 ans de travail bien accompli. Je ne me vois pas continuer de gérer ce stress après 60 ans. Et quand vous avez une entreprise, il faut penser à la succession. C'est vrai que dans notre pays, on n'aime pas trop penser à la succession ou au testament parce qu'on a peur de mourir. Mais quand vous mourrez sans préparer la relève, c'est la catastrophe. Donc nous avons fait les analyses, on s'est dit, il faut pouvoir, si on veut vraiment pérenniser cette œuvre qu'est la Fondation Regard d'amour, il faut déjà passer la main. Et depuis, nous avons passé la main à l'Église catholique, et plus précisément l'archevêché de Cotonou, qui a bien accepté de vouloir continuer, qui est d'ailleurs déjà dans les œuvres sociales, qui a voulu continuer avec le patrimoine de la Fondation, et désormais c'est Caritas Cotonou qui gère Regard d'amour. Je n'ai plus aucun pouvoir à ce niveau. Mais le titre reste collé à moi et je n'ai plus rien. Voilà. Donc, des activités pour m'épanouir. Je continue, je fais le sport, je chante, je danse. J'ai acheté un piano. J'avais pris un coach pour m'entraîner sur le b.a.-ba du piano. Donc, de temps en temps, je monte, je pianote. Quand je veux, si les enfants sont là, et je fais de petites cuisines. J'aime pas trop faire la cuisine. Et ça, je le dis sans complexe, parce que avoir tout ce que j'avais comme activité femme, tu vas, tu gères les enfants. Quand tu rentres aussi pour t'imposer de faire la cuisine, je le faisais tant que je le pouvais. Mais aujourd'hui, j'ai pris aussi la retraite par rapport à ça aussi. Mais quand j'ai envie de manger quelque chose, ou quand j'ai des invités qui arrivent, ou quand les enfants sont là, je veux leur faire quelque chose de spécifique. Ou, quand je fais ça là, je deviens la meilleure mamie du monde. Le secret de bébé. Voilà. Donc quand il y a ça, je fais parfois, c'est la musique que je mets, je dis on va danser, on va faire le sport de groupe. Et c'est un peu comme ça que je passe ma retraite. Et je voudrais sincèrement vous remercier pour vous encourager. La persévérance paie toujours. Donc, ne découragez pas devant les difficultés. Moi, j'ai été formée pour ne jamais me baisser les bras. C'est devenu ma devise. Donc, je ne me plains pas. Même quand j'ai des problèmes, je regarde, je ris. Je pense aux problèmes du passé que j'ai déjà surmontés. Je dis, bon, ça aussi, ça va passer. Puisque nous-mêmes, nous sommes de passage sur cette terre. Donc, tout ce que nous avons comme difficulté de la vie, ça passe avec le temps. Voilà. Vous avez compris donc que c'est la persévérance et la témérité qui a permis qu'on puisse décrocher cette émission. Mais
je le reprécise, hein, il y a des gens qui nous ont marqués, même depuis notre enfance. On les voyait à l'œuvre. Et c'est normal que les jeunes aient de repères aujourd'hui. Et je pense que Mme Ayemona fait partie des repères pour la jeunesse. Vous êtes une femme intellectuelle épanouie et je pense que vous avez beaucoup de choses à donner encore à cette République. Et nous bénissons la Providence qui vous donne une santé parfaite. Et ce qu'on retient d'elle aussi, c'est le sourire qui ne change pas. Ça n'a pas changé dès le départ. Je pense que ça fait partie des choses qui ont accroché M. Ayemona certainement. Et ce sourire... Si vous me permettez un dernier mot oui. Par rapport à M. Ayemona, parce qu'on parle de la jeunesse. Oui. Et vous savez, nous les femmes, nous avons parfois des potentialités que nous ne réalisons pas. Et je dois reconnaître qu'il m'a beaucoup aidé à découvrir les potentialités qui sont à moi. Et c'est ça que je recommande aujourd'hui aux jeunes. Quand vous avez une femme qui réussit à côté de vous, la femme peut aussi vous rehausser socialement. L'essentiel, c'est de savoir communiquer. C'est de savoir se respecter mutuellement. Ne pas chercher à brimer l'un et l'autre. Et je crois que si nous sommes encore là, si nous résistons autant, c'est parce que nous nous respectons mutuellement. Personne ne cherche à supplanter l'autre. Nous nous écoutons, nous nous chamaillons quand il le faut, parce que ça existe. Bien sûr. Et puis après, c'est ça qui fait aussi la vie. Voilà, on dit donc merci à ce grand homme qui a œuvré dans l'ombre. Hein. Lui, il est médecin, donc il est resté tout le temps dans l'ombre. Mais sa main transparaissait dans tout ce qui se passait. Mesdames et messieurs, j'espère qu'avec cette icône, vous avez compris qu'il fallait donc tenir jusqu'au bout pour pouvoir la décrocher. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à chacun et à tous et à bientôt.